Bonsoir Joseph Brasseur. Bonsoir Victoria. Alors on se retrouve dans un cadre plutôt automnal, hivernal, bien loin de l'été de la bien. précédente interview. Oui, pas trop loin non plus de l'endroit. Pas trop loin exactement. Donc pour ton deuxième ouvrage, Affaires de famille, es-tu prêt pour l'interview? Je suis prêt à répondre avec le plus sincèrement que me donnera ma mémoire. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un recueil de nouvelles plutôt qu'un roman? Un roman, l'histoire que je voulais raconter aurait dû être, aurait été en roman, aurait dû être partitionné, partie numéro 1, partie numéro 2, comme je l'ai fait dans le précédent. Et les personnages que je voulais impliquer dans cette histoire ne correspondaient pas à ce schéma-là. Tandis qu'en nouvelle, j'ai pu mettre dans chaque nouvelle le point de vue et les événements vus ou du point de vue d'un seul personnage à la fois. D'accord. Et pourquoi avoir choisi de centrer ce livre sur les relations familiales en particulier? Parce que les protagonistes, les deux protagonistes initiaux de l'histoire, de par leurs actions, de par leur mentalité, impliquent la vie de deux familles. C'est pour ça que le mot famille est au pluriel. Une famille est moins impliquée qu'une autre, mais il n'empêche que deux familles seront impliquées par leurs actions et par leurs actes. Je ne dis pas lesquels. Bien entendu. Et donc ce projet est-il né d'une idée précise, d'une émotion, de plusieurs fragments réunis avec le temps? Mais tu les as tous mentionnés. En effet, il y avait d'abord une expérience de vie, mais pas dans les faits eux-mêmes, plutôt dans ce que j'en ai retiré de ce que j'avais vécu, et de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, et je vais être sincère, des comptes que j'avais à régler. Mais ces personnes n'existent plus. Hein. C'est un roman, les personnes sont décédées et ce sont devenus des personnages de fiction. Donc justement, je peux rebondir sur une question que je me posais. Est-ce que ces personnages ont-ils joué un rôle majeur dans ta vie? Pas vraiment. Pas vraiment. Sincèrement, ils ont joué un rôle à l'époque où je les ai rencontrés, où je les ai observés, mais ça n'a pas eu d'impact sur le restant de ma vie, sauf bien entendu lorsque je me suis remémoré pour pouvoir écrire l'histoire. Ça, évidemment, il y a eu un impact sur ma mémoire quand c'est revenu. D'accord. La famille, c'est un sujet inépuisable, mais souvent intime. Qu'est-ce qui t'attire dans ce nouveau thème? Alors là tu m'as eu. Honnêtement, Oui. rien. Les personnes sont plus importantes que la famille. La famille, c'est une cellule. Dans les cellules, il y a les éléments, les différents éléments, on dit les membres de la famille, mais en réalité, les personnes ne m'intéressent plus que l'ensemble. Et penses-tu que nos familles déterminent notre destin ou que nous pouvons nous en affranchir? On peut s'en affranchir. Moi, je me suis affranchi du mien. Je connais d'autres personnes qui se sont affranchies de leur famille. Et il y a des personnes qui n'ont pas pu s'en affranchir malgré la volonté de le faire. Certaines ont été très très heureuses comme ça, d'autres malheureuses. Je ne pense pas qu'il y ait une règle définitive. Ce bouquin montre que chaque décision a des répercussions insoupçonnées. Est-ce un message volontaire ou une constatation née de l'écriture? C'est une constatation. L'écriture vient de la constatation que chaque décision prise, chaque action prise a des répercussions auxquelles on ne peut s'attendre, qui sont le plus souvent très surprenantes.
Ben, c'est ainsi que je pense que Marie Curie a découvert la radiation, que Einstein a découvert la gravité, enfin non, on avait déjà trouvé la gravité sous Newton, mais que Einstein a trouvé un autre mode de gravité, mais par hasard. C'était le résultat de ses actions, de ses recherches. D'autres cas, plus négatifs, bon, ben, Hitler a eu des actions, nous avons aujourd'hui d'autres chefs d'État qui commettent des actions et qui ont des répercussions auxquelles ces mêmes personnes ne s'attendaient pas. Ça, c'est donc, je pense bien que c'est une constatation et pas l'inverse. D'accord. Et par rapport donc à l'ordre des nouvelles, comment as-tu défini cet ordre-là? L'espace-temps. Il y avait un espace, il y a le temps. Là, je dois dire que les règles de base du théâtre ont joué unité de temps, unité d'espace, unité d'action. Donc il y a une action qui a été déterminée et c'est le temps qui a fait le reste. On commence jeune, on finit vieux. On aimerait bien être vieux et mourir jeune. Mais... Tu joues beaucoup sur les liens implicites entre les histoires. Voulais-tu que le lecteur fasse lui-même ses propres connexions? Bien sûr, bien sûr. Il faut laisser un petit peu, laisser l'imagination du lecteur travailler, et c'est le lecteur qui va déterminer ce qu'il veut faire ou ce qu'il croit devoir faire de ce qu'il lit dans l'histoire. Et as-tu ressenti une évolution dans ton écriture au fil du recueil? Mais j'espère bien. Sincèrement, j'espère bien. Sinon, je serai un débutant le restant de mes jours. Il ne m'en reste plus beaucoup. Je voudrais quand même bien terminer mes jours en écrivant de façon lisible et améliorée à chaque livre que j'écris. J'ai commencé très tard cette carrière. Donc, je suis débutant à un âge relativement avancé, puisque j'ai passé 70 ans. Et il me reste très peu de temps pour apprendre l'écriture, pour apprendre tout le travail de littérature, et je dois le faire très vite. En parlant de ton écriture, elle est à la fois sobre et émotionnelle. Comment arrives-tu à trouver l'équilibre entre les deux? Je n'y arrive pas. Non, je n'y arrive pas. Il y a la partie description, à un certain moment, l'émotion prend le dessus et je laisse aller l'émotion. Je pense que c'est une erreur de ma part. Je pense que c'est une erreur, je ne suis pas certain. Mais c'est ainsi que ça se passe, et quand je laisse aller, quand ça vient, ben, j'espère que tout ira bien. C'est un petit peu... c'est lancer l'hameçon et espérer qu'on en retiré un poisson. Et que souhaites-tu que le lecteur en retienne après avoir lu cet ouvrage? Qu'il ait envie d'en lire d'autres. Ah, on y vient en plus dans quelques instants. Et donc ma question phare est la suivante. Si tu devais donner l'envie à un lecteur de lire Affaires de famille, qu'est-ce que tu lui dirais? Ce que j'ai déjà dit, en fonction de la personne à qui je parle, oui. Il y a des personnes en qui je dis c'est une histoire captivante et qui va être surprenante. À d'autres personnes qui m'en ont parlé, j'ai dit c'est un livre assez crapuleux. Assez crapuleux. Tout dépend de la personne à qui je parle, évidemment, de ce que je connais de sa personnalité. Et mon petit doigt me dit que tu es en train d'écrire un 3e et même un 4e ouvrage en même temps. Un petit doigt qui a été formé au KGB, ça. C'est quand même beaucoup, 2 ouvrages en même temps. Comment arrives-tu à travailler et à écrire sur les deux, qui sont 2 ouvrages très différents? Oui, et ce sont 2 ouvrages totalement différents. Et l'un va dans le sens de l'épopée héroïque, mais pas héroïque au sens où on l'a entendu jusqu'ici. J'en parlerai peut-être plus tard, si tu le permets. Et l'autre est simplement un crime à l'histoire d'un meurtrier, du début à la fin. Ce meurtrier est très particulier. Ce sont 2 histoires totalement différentes. Mais je pense que ça me facilite la tâche
de travailler sur l'un, d'en avoir marre à un certain moment et d'avoir l'autre, de me concentrer sur l'autre ouvrage, que ce soit l'imagination, l'angoisse de la page blanche et tout ce qui s'ensuit, les corrections, recommencer les phrases. Et jusqu'à ce que j'en ai marre de celle-là. Et puis je retournerai à l'autre, etc. Donc en fait, pour moi, et ça peut être une erreur, je la corrigerai si c'est nécessaire et si on me le conseille, mais je pense que ça me facilite la tâche. Et en quelle année vont sortir ces deux ouvrages? Ça, il faut demander à mon éditeur. J'espère en finir un avant fin décembre. J'espère. Ah oui, c'est bientôt déjà. J'espère en finir un fin décembre, au plus tard, mi-janvier, et puis alors il y aura tout le travail, tout le processus de lecture par le comité de lecture. Il faudra aussi que le comité de lecture de l'éditeur accepte de publier le livre. Et puis alors, c'est tout un travail de longue haleine qui se déroule entre l'éditeur, moi-même, les corrections, les recorrections, la mise en page, les photos, les contrats, etc. etc. Tout ça, c'est l'arrière-boutique. L'autre, j'espère, suivra pas trop tard. D'accord, et tu voudrais en écrire encore combien comme ça à l'avenir? Je vais rêver. Je sais pas, 100, 200. Ah oui, c'est beaucoup. Je t'ai dit, je rêve. Mais je n'ai plus le temps d'en écrire beaucoup. J'en écrirai tant que ma main me permettra de tenir un stylo, que mes yeux me permettront de lire le processeur lorsqu'il y a des corrections à faire et des révisions. Et tant que la nature me permettra ça, je continuerai à écrire. On verra bien combien j'arriverai à en faire. J'ai commencé tard, j'aurais dû commencer à 16 ans, comme Simenon, mon rêve, mon exemple. Et puis, je sais pas combien j'aurais pu en faire si ça avait marché. Mais je continuerai tant qu'un éditeur voudra bien me les prendre. Ouais. Ben écoute, j'ai fini mon interview. Je te remercie, Joseph Brasseur. Mais je te remercie, Victoria. C'est moi qui te remercie. Et à bientôt. À bientôt. Oui. À bientôt. Pour le 3e et le 4e. Avec plaisir. Merci à toi.